tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser au diagnostic stratégique externe. Quel est l'objectif de ce diagnostic? Il s'agit avant tout de construire une représentation de l'environnement que l'on peut décomposer en plusieurs niveaux. Tout d'abord, le macro-environnement, puis le secteur ou l'industrie, et enfin la concurrence proprement dite. Il s'agit, à travers l'analyse de ces trois niveaux d'environnement, de repérer des opportunités et menaces qui pourraient impacter la stratégie des firmes du secteur considéré. L'étude des opportunités et menaces présente deux principaux intérêts. Tout d'abord, d'estimer la rentabilité du secteur en termes de valeur ajoutée, de maîtrise des coûts, d'investissement nécessaires, et d'analyser aussi l'attractivité de l'industrie ou du secteur en fonction de l'évolution de l'environnement et des dynamiques concurrentielles. Définissons plus précisément ce que l'on entend par menaces. Les menaces sont des évolutions de l'environnement au sens large, qui peuvent être donc de nature macro, sectorielle ou concurrentielle, qui peuvent avoir un impact négatif sur le marché dans lequel évolue l'entreprise. On pourrait ici citer comme exemple une crise économique ou encore l'entrée de nouveaux concurrents. Les opportunités à l'inverse sont des évolutions de l'environnement au sens large, de nature macro-sectorielle ou concurrentielle, qui peuvent ici contribuer à renforcer ou développer la position des entreprises situées sur le marché, comme par exemple via l'ouverture d'un nouveau marché ou une croissance économique importante. Concernant le diagnostic externe, finalement, il y a plusieurs analyses à effectuer. Tout d'abord, une analyse générale de l'environnement. Donc, au niveau macro, on utilisera ici comme grille ou comme modèle le modèle Pestel. Puis une analyse de l'attractivité du secteur à travers l'étude des 5 forces concurrentielles de Michael Porter. Puis une centration sur les questions de concurrence à travers l'analyse des stratégies concurrentielles, en nous appuyant sur le concept de stratégie générique développé par Michael Porter, ce qui permet par la suite d'analyser à la fois les menaces et les opportunités qui s'offrent aux entreprises du secteur. Commençons par l'analyse au niveau du macro-environnement. En fait, la stratégie d'une entreprise est toujours influencée par l'environnement général, le macro-environnement, qui peut prendre finalement différentes formes, de type macro, une crise économique ou sociale, le développement de nouvelles technologies, une instabilité politique ou encore une catastrophe climatique. Le modèle Pestel va justement permettre de regrouper ces différents facteurs d'influence au plan macro en proposant 6 principaux facteurs que nous allons détailler. Généralement, le modèle Pestel est représenté sous forme d'un schéma en positionnant au centre l'entreprise étudiée et son marché, à savoir les autres firmes, et tout autour les 6 grandes catégories de facteurs, en commençant par les facteurs politiques, au sens de politique de l'État ou des gouvernements, les facteurs économiques, les facteurs sociaux ou sociétaux, les facteurs technologiques, les facteurs écologiques ou environnementaux, les facteurs légaux ou législatifs. Chacune de ces catégories de facteurs peuvent se décliner en différents sous-facteurs. On trouve ainsi dans la catégorie facteurs politiques plusieurs dimensions possibles, comme la stabilité gouvernementale, la politique monétaire ou fiscale, la politique européenne ou encore les politiques sociales. De même, dans la catégorie facteurs économiques, on trouvera le cycle économique, l'évolution du PNB, les taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de chômage ou encore le revenu disponible. Concernant les facteurs sociaux ou sociétaux, on trouvera comme variable importante la démographie, mais aussi les questions de santé, de pyramide des âges, de distribution des revenus, d'habitudes de consommation, d'éducation, les aspirations sociales et sociétales de la population, la relation loisir, la relation au travail ou les questions de mode et de tendance. Au niveau facteurs technologiques, il s'agira ici d'analyser les dépenses publiques, par exemple en recherche et développement, les investissements privés en technologie, les nouveaux brevets, les transferts technologiques ou encore le cycle de vie des différentes technologies.
En matière de facteurs environnementaux, on peut citer le retraitement des déchets, la consommation d'énergie, les aides aux énergies propres, les questions de recyclage. Enfin, au niveau des facteurs légaux, on peut exposer les questions de propriété industrielle, de normes de sécurité, de droit des contrats, droit du travail, droit de la concurrence, ou encore les questions relatives au système judiciaire. Concernant du coup le deuxième point, l'analyse de l'attractivité du secteur, on va cette fois s'appuyer sur l'étude des 5 forces concurrentielles de Michael Porter, qui sont censées exercer une pression sur les entreprises du secteur, en s'intéressant plus particulièrement à l'intensité concurrentielle, au pouvoir de négociation à la fois des fournisseurs et des clients, mais également à la menace des nouveaux entrants, à la menace des produits de substitution, sachant que cette analyse peut être complétée par une 6e force qui est parfois ajoutée, à savoir le pouvoir de l'État, qui peut réguler ou limiter l'action des entreprises du secteur. Généralement, les 5 forces de Porter, comme pour le modèle Pestel, sont représentées de manière schématique via un schéma où on met au centre de l'analyse l'entreprise et les différents concurrents existants. On parlera alors là d'intensité de la concurrence, et 4 forces qui peuvent en fait s'exercer sur les entreprises du secteur. Tout d'abord, les acteurs issus de la filière, qu'il s'agisse des fournisseurs ou des clients, qui peuvent exercer un pouvoir de négociation sur les entreprises de l'industrie ou du secteur considéré, mais également des forces extérieures, liées d'une part aux nouveaux entrants, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas encore positionnées dans le secteur d'activité, mais qui souhaiteraient y pénétrer, et enfin des produits de substitution qui pourraient modifier la donne en proposant des offres spécifiques et différentes au sein du secteur considéré. Rentrons plus particulièrement dans le détail, et donc sur ces forces en présence, à savoir tout d'abord l'intensité concurrentielle, qui correspond finalement à l'intensité de la concurrence au sein du secteur, et qui peut être définie à travers différents critères, comme la concentration du marché, son dynamisme, le nombre et la taille des rivaux, le profil de la concurrence, le cycle de vie des produits proposés et leur degré de spécificité, ou encore l'existence de barrières de sortie. Autre force importante, le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, qui s'exerce ici par leur capacité potentielle à modifier les règles de l'échange, que ce soit en termes de prix, de délai ou de modalité de paiement. Ce type de pouvoir dépend généralement du nombre et de la taille des fournisseurs et des clients, de leur degré de notoriété et de réputation, mais aussi de la nature des produits et services commercialisés, en fonction des potentialités de distinction ou de différenciation au niveau de la nature même de ces produits. Autre force à prendre en compte, la menace des nouveaux entrants, qui se mesure ici par leur capacité à pénétrer le marché visé. Cette menace dépend avant tout de l'importance des barrières à l'entrée, c'est-à-dire des obstacles pour entrer sur le marché visé. Les obstacles en question peuvent être liés aux besoins en capitaux, aux relations qu'entretiennent les entreprises du secteur entre elles, ou encore à l'importance des effets d'expérience et d'apprentissage. Autre menace importante, les menaces de substitution, qui se traduisent ici par la capacité à remplacer l'offre existante. Ces menaces de substitution entendent ici répondre aux mêmes besoins, à la même fonction d'utilisation ou d'usage, mais avec une structure de l'offre et des coûts différentes. On peut ici citer l'exemple en matière de vue, des lentilles ou encore de l'opération des yeux au laser par rapport au marché classique des lunettes. Les menaces des produits de substitution sont particulièrement importantes à surveiller et à analyser, car leurs effets sont parfois imprévisibles et peuvent transformer durablement la nature du secteur, à l'instar de l'ordinateur,
par rapport à la traditionnelle machine à écrire. Enfin, le pouvoir de l'État, qui a une capacité naturellement à changer certaines règles du jeu par la loi. Intéressons-nous maintenant à l'étude des stratégies concurrentielles. Cette étude repose finalement sur l'analyse des forces et faiblesses relatives de la concurrence, sur la nature de leurs avantages concurrentiels et naturellement sur les choix stratégiques mis en œuvre. Ces choix stratégiques, justement, peuvent être notamment au nombre de 3. On parlera alors de stratégie générique en s'appuyant notamment sur les travaux de Michael Porter, qui a défini finalement 3 grands types de stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel. En effet, au sein d'un marché donné, toute entreprise, à savoir celle étudiée, mais également les entreprises rivales, vont opter pour une de ces stratégies concurrentielles. Commençons par les stratégies de domination par les coûts. La stratégie de domination par les coûts consiste à proposer une offre dont le coût, et donc le prix, est inférieur à celui de la concurrence en vue d'accroître ses parts de marché. Cette stratégie de volume est fondée sur l'effet d'expérience, qui repose sur une réduction drastique des coûts, des économies d'échelle liées à l'augmentation des quantités produites, mais également des effets d'apprentissage liés à la répétition des tâches, mais aussi au pouvoir de négociation auprès des fournisseurs. On peut citer comme stratégie de domination par les coûts l'exemple dans l'hôtellerie de la Formule 1 ou encore de Lidl dans la grande distribution. Passons aux stratégies de différenciation. La stratégie de différenciation vers le haut consiste à proposer une offre plus élaborée que l'offre de référence, reconnue et valorisée par le client, en la vendant à un prix plus élevé. Cette stratégie de sophistication de l'offre est fondée sur une politique d'image, on parlera d'image de marque, une politique qualité produit-service, des prestations haut de gamme et personnalisées, ou encore des services additionnels venant compléter l'offre existante. On peut citer comme exemple de stratégie de différenciation l'exemple de Nespresso, qui mise ici sur la qualité de son café, mais également sur un packaging et des services additionnels de plus en plus personnalisés. Passons à la 3e stratégie de focalisation définie par Michael Porter. La stratégie de focalisation consiste à proposer une offre sur un segment stratégique particulier, donc de taille réduite, en vue généralement d'éviter un affrontement avec des concurrents plus puissants. Cette stratégie de niche est fondée sur une cible particulière, avec des besoins spécifiques, une concentration des efforts en termes de ressources et compétences, et le recours à une stratégie soit de domination par les coûts ou de différenciation. En matière de focalisation, on peut citer ici l'exemple des sites de rencontres sur Internet, fondés de plus en plus sur des publics spécifiques, sélectionnés sur des critères de genre, de style de vie ou de considérations culturelles ou religieuses et qui visent par conséquent des cibles très spécifiques. Une fois l'analyse de l'environnement réalisée, que cela soit au niveau macro et micro, et naturellement l'étude de la concurrence, il est alors possible d'établir un tableau récapitulatif à la fois des menaces qui pèsent sur les entreprises du secteur et qui peuvent remettre en cause une partie de leur développement et activité, et naturellement des opportunités offertes aux entreprises et donc à l'entreprise que l'on souhaite étudier pour pouvoir finalement renforcer ou améliorer la position concurrentielle de la firme.